Bonsoir à tous. Le Parlement européen est l'institution représentant les citoyens de l'Union européenne. Il est composé de 705 députés qui sont élus au suffrage universel, direct par les 450 millions des citoyens européens des 27 États membres. Un nombre défini de sièges est attribué à chaque État membre. Le Parlement européen exerce ses pouvoirs dans trois domaines: législatif, budgétaire et contrôle politique au sein de l'Union européenne. L'une de ses principales responsabilités est d'approuver ou de rejeter les propositions de loi de la Commission européenne. Pour savoir plus sur ce sujet, venez avec moi dans l'ambassade de France pour discuter le poids des groupes politiques au Parlement européen. Très bonne question. En fait, ça nous permet de rétropédaler un petit peu et de vous expliquer que le Parlement européen, eh bien, il vote le budget de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il vote les combien de milliards Il y a 180 milliards d'euros par an. Voilà. 180 milliards d'euros par an pour les politiques européennes. Alors ça peut paraître peu, mais en fait, l'impact que ce budget a, il est démultiplié par l'action ensuite dans les États membres. Donc, même dans le domaine de la sécurité et de la défense, où effectivement, on peut dire que ce sont souvent les États membres qui ont le contrôle, il y a un développement de politiques de défense communes. Donc on a des missions militaires communes. En ce moment, ce sont des missions militaires maritimes. Donc par exemple, il y a une mission militaire dans la mer Rouge actuellement pour maintenir la liberté de circulation. Ce genre de mission, c'est payé sur le budget de l'Union européenne. On met maintenant de l'argent en commun pour restructurer l'industrie de défense européenne pour faire en sorte qu'elle soit plus efficace, qu'elle soit moins morcelée. Tout ça est fait avec de l'argent communautaire que le Parlement européen vote. Donc le Parlement européen, il a, même dans des domaines où on peut dire que c'est pas tout à fait commun, il n'y a pas une énorme communautarisation et c'est fini. Je vais essayer de parler avec ma... Oui, ça marche. Il a un impact. Il a un impact sur les questions de sécurité et de défense, où il y a maintenant, au sein de la Commission, une direction générale qui a des compétences en matière de défense alors qu'elle ne les avait pas autrefois. Et le Parlement européen, par le biais du budget de l'Union européenne, il agit, il dit oui ou il dit non, il met ses conditions, il rajoute des conditions à ce qui est proposé par la Commission. Donc, il y a un budget, il y a une politique communautaire, on appelle la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne, qui est, comme je le disais tout à l'heure, une des politiques qui a le plus évolué dans les derniers temps. On a eu au niveau des groupes politiques une évolution que j'ai moi-même constatée, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, les groupes verts du Parlement européen étaient très pacifistes et très réticents à voter et à soutenir une politique de défense européenne, les avancées qui étaient proposées par les États membres et par la Commission. Eh bien, ça a complètement changé et les Verts se sont complètement ralliés à cette politique et ils ont voté ensemble avec les socialistes, les centristes et le PPE. Ils ont voté et ils ont même proposé des avancées qui n'étaient pas proposées par les États membres dans ce domaine-là. Donc il y a réellement un impact et ce budget européen pour lequel le Parlement n'est pas le seul, donc les États membres aussi sont l'autre branche du législatif, mais le Parlement a un rôle très important. Guillaume, tu veux continuer? Je ne sais pas avec quel micro. Je me sens obligé de continuer. Merci pour la question est très bonne et elle est un petit peu provocatrice, donc forcément, mais ça me donne l'occasion de préciser certaines choses. On n'a pas de chance avec le micro. Bon, j'ai mentionné le câble USB-C, c'est évidemment anecdotique. C'est parce que c'est marquant, c'est parlant, notamment je faisais référence à l'influence qu'une décision prise à Bruxelles peut avoir dans le monde entier. Mais il y en a d'autres. Vous avez peut-être entendu parler du Digital Markets Act, Digital Services Act. Il y a des textes sans précédent qui ont été
négociées par le Parlement européen, par les 27 États membres, par la Commission européenne ces dernières années, qui sont en train de changer fondamentalement le paysage des grands acteurs du numérique. Et si vous posez la question aux GAFAM, est-ce que les députés européens se sont tournés les pouces ces dernières années, ou diront non, on aurait bien aimé, mais non. J'avais dans la présentation à Rochambeau une photo de Thierry Breton, le commissaire européen, notamment en charge du numérique, quelque part forçant la main à Elon Musk. Elon Musk, il est au courant aussi de ce qu'a fait le Parlement européen ces dernières années. Dans l'intelligence artificielle, voilà. Aux États-Unis, tout le monde sait très bien ce qui s'est passé ces derniers mois avec le AI Act, la loi sur l'intelligence artificielle adoptée par le Parlement européen et par les 27 États membres, et avec une grande influence du Parlement européen dans ce débat. Nous, on a organisé des réunions avec le Congrès américain vient chercher des idées, des leçons tirées par le Parlement européen sur comment nous, aux États-Unis, même s'ils n'ont pas les mêmes options, la même conception de la réglementation, etc., mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous. Il y a et un autre, vous avez mentionné le caractère très technique de certaines législations, des législations, pas toutes, mais certaines sont très politiques. L'objectif de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre en 2030. C'est le Parlement européen qui a obtenu cet engagement en 2019 de la part de la présidente von der Leyen, en échange de son consentement à sa désignation. Et ça a été transcrit dans une loi très politique qui fixe cet objectif et qui ensuite a été déclinée en une vingtaine de lois, c'est le pacte vert, certaines très techniques. Mais, et le Parlement européen, c'est vrai, il co-décide dans toutes ces lois. Et je vais prendre un autre exemple, là on revient dans le domaine numérique et aussi financier, la crypto, la régulation des crypto-monnaies. On a une loi dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais aux États-Unis, tout le monde est au courant, ceux qui s'intéressent à la crypto, tout le monde sait qu'il y a une réglementation européenne nommée MiCA qui a été adoptée. Et c'est vrai qu'elle est très détaillée et qu'on a adopté même plusieurs textes législatifs dans le domaine de la crypto. Et c'est vrai, quand on parle à des gens du Congrès ici, ils disent « Oh, mais tout ça c'est pas du niveau du Congrès, c'est le gouvernement normalement qui adopterait ça en acte exécutif. » Je reviens un petit peu à ta question, Béatrice. C'est vrai que le Parlement européen a plus de pouvoir qu'un Parlement normal, dans le sens où il va non seulement s'intéresser à la grande politique, mais aussi il va aller dans le détail des choses qui parfois sont laissées au ressort des gouvernements dans pas mal de pays. Donc voilà, tout ça pour vous dire, le Parlement a été très occupé. Je crois qu'il y a 600 ou 700 textes législatifs qui ont été adoptés pendant la législation sortante, à comparer peut-être avec l'activité du Congrès américain, et du très politique au très technique, du budgétaire aux affaires étrangères, etc. Et c'est vrai que c'est encore en chantier, il y a quelque part des pouvoirs parlementaires à conquérir encore dans certains domaines, et vous avez mentionné le budget comme en étant l'un d'entre eux, et la défense en est un autre. Donc oui, vous avez tout à fait identifié là deux domaines où je pense que nous, fonctionnaires du Parlement européen, comme les députés européens, seraient ravis de jouer un rôle plus important. Mais voilà, il y a 95% des autres domaines où le Parlement est co-législateur. Les accords commerciaux avec d'autres régions du monde ne passent pas si le Parlement européen ne les approuve pas. Et ces accords, on le voit bien, ils mettent tous les agriculteurs dehors dans certains pays à cause de certaines implications, à cause de certains domaines. Et donc, voilà, je rajoute une petite pierre à l'édifice. Si les agriculteurs viennent manifester et bloquer la Commission européenne à Bruxelles, c'est bien, et les agriculteurs français, italiens, c'est bien parce qu'ils savent que les décisions prises à Bruxelles auront un impact. Et donc, inévitablement, le Parlement européen doit les écouter et se préoccuper aussi de ce qui se passe. Voilà. Et donc, ça remonte à Bruxelles. C'est bien parce que Bruxelles joue un rôle, et le Parlement en particulier. Je ne sais pas si on a répondu à votre question, mais on peut en reparler en bilatéral après, éventuellement, si vous avez des questions plus précises. Oui, j'ai une petite question. Vous parlez donc tout au long de cette présentation du pouvoir du Parlement européen, mais les traités disent bien que l'initiative des directives est exclusivement le fait de la Commission, et que même des ministres ou des députés ou des groupes au Parlement n'ont aucun pouvoir pour proposer les lois. Donc ce qui est en fait proposé aux électeurs le 9 juin ou le 8 juin ici, c'est de choisir le pilote de l'avion, mais le programme est déjà fixé, et notamment par les traités. Vous parliez de l'OTAN.
un petit peu avant, et vous disiez que certains des États membres représentés par leurs députés seraient à même de refuser l'OTAN. Mais l'OTAN, c'est l'article 42 des traités de l'Union européenne. Donc, il n'est pas possible de remettre en cause ce qu'il y a déjà dans les traités. Donc ça, c'est un constat déjà que je voulais vous faire faire. Également, vous parlez de l'Union européenne comme d'une organisation au bénéfice des populations. Mais il faut aussi savoir que l'argent qu'on donne, mais notamment en France, puisqu'on est contributeur net, on donne beaucoup plus qu'on ne reçoit. Et donc, quand vous dites que c'est au bénéfice notamment des agriculteurs, et quand on parle de la politique agricole commune, il faut bien voir que si on était indépendant de l'Union européenne, l'argent qui est donné aux agriculteurs serait d'autant plus important si c'était fait par la France que ça n'est fait par l'Union européenne. Et enfin, vous dites que Madame von der Leyen sera probablement la présidente de la Commission pour la prochaine législature. Je pense que, compte tenu de la plainte contre elle, notamment en ce qui concerne les SMS et les 41 milliards qu'elle a dépensés pour les vaccins sans pouvoir être contrôlée justement par les députés européens qui ont majoritairement voté contre la publication des contrats, je pense que nous aurions probablement Mario Draghi, puisqu'il y a eu un ballon d'essai d'envoyer pour voir un petit peu comment les groupes réagiraient. Et je pense que ce sera probablement lui qui sera proposé par les groupes qui sortiront au niveau des élections. Tu veux commencer, je continue, ou vice-versa, comme tu veux. Sur le dernier point, à la limite, votre pronostic vaut le nôtre, hein, dans le sens où je vous ai présenté un petit peu les sondages, ce principe des chefs de file, et ce que beaucoup de commentateurs prévoient à ce stade. Vous avez tout à fait raison, le nom de M. Draghi a été mentionné. Donc voilà, vous aurez peut-être raison, et l'avenir vous donnera peut-être raison. Monsieur Mario Draghi propose de transformer l'Union européenne en un État, avec toutes les conséquences que ça suppose pour la France notamment. D'accord, je sais pas. Si l'Union européenne devient un État, ça signifie que la France perd son siège au niveau du Conseil de sécurité. On va essayer de répondre à vos questions peut-être avant d'en ouvrir d'autres. Parce que... enfin, c'est justement c'était les questions. Très important à savoir, parce que compte tenu de toutes les évolutions de l'Union européenne, et si jamais ça devient effectivement un État, la France aura tout à perdre. Voilà, donc y a des points de vue différents qui s'expriment, et effectivement le vôtre est tout à fait valable, et nous on est fonctionnaires du Parlement européen, donc on ne va pas, j'espère que vous nous le pardonnerez, mais s'engager dans une discussion sur le bien fondé de telle ou telle orientation, de l'évolution institutionnelle de l'Europe, etc. On a aussi nos points de vue en tant que citoyens, bien sûr, mais ici, quand on s'exprime au nom du Parlement européen, votre point de vue, c'est aussi un point de vue que des députés européens expriment au sein du Parlement européen, et donc il est tout à fait valable. Donc du coup, je ne peux pas rebondir sur exactement tous les points, notamment ce dernier que vous faites sur les orientations que vous prêtez à M. Draghi et les conséquences. Sur le droit d'initiative du Parlement européen, c'est vrai, et le Parlement européen aimerait avoir un droit d'initiative plus fort. Actuellement, il n'a pas. Le monopole de l'initiative, c'est la Commission européenne. C'est décrit dans les traités. Alors, c'est décrit dans les traités. Les traités sont aussi quelque chose qu'on fait vivre. Et ce que le Parlement européen essaye de faire, notamment depuis 2019, il a obtenu de la présidente von der Leyen un engagement à donner suite lorsqu'il lui demandait formellement de présenter une proposition législative à la majorité des membres.
ce qui s'est passé ensuite. Il y a plusieurs exemples dans la législature passée de demandes qui ont été formulées par le Parlement européen et en réponse, la Commission a présenté ces demandes. En général, les demandes du Parlement européen ne sortent pas de nulle part. Il y a souvent un consensus politique qui se dessine, le Parlement européen y contribue, les 27 États membres y contribuent, les différentes parties prenantes y contribuent. Donc c'est par ces demandes que le Parlement européen y contribue, mais parfois aussi par tous les débats politiques qui se déroulent au Parlement européen. C'est ainsi que le Parlement européen façonne les orientations politiques et la Commission européenne elle-même ne sort pas d'un chapeau d'un seul coup une proposition du vide. Et donc, voilà, bien sûr, certains parlements, notamment le Congrès américain est l'exemple typique. L'initiative est intégralement au sein du Congrès américain, et donc beaucoup de députés européens sont jaloux de ce droit-là, c'est vrai. Mais quand on regarde l'Assemblée nationale, par exemple, il y a aussi un droit d'initiative, mais de fait, 98-99% des lois sont en fait proposées par le gouvernement. Ce sont des projets de loi. Les propositions de loi ont beaucoup moins de chances de succès. Donc c'est pas complètement inconnu dans nos espaces politiques européens. C'est vrai, cet angle mort, ce point faible d'un Parlement s'agissant de l'initiative. Oui, peut-être pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, mais bon, ce que tu disais est tout à fait réel, c'est-à-dire que les traités, ils ont été fixés, mais il y a eu plusieurs traités depuis le début de l'Union européenne, c'est-à-dire que les traités ont évolué, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui ont été modifiées, qu'il y a des choses qui ont... Ben bien sûr, oui, bien sûr. Vous avez le traité de Lisbonne, qui est le dernier, qui a revu énormément de politiques européennes, qui a ajouté un rôle plus important au Parlement européen, notamment en matière commerciale. Le Parlement européen est devenu... Il y a des traités supplémentaires. Oui, mais il modifie et il remplace les traités passés. Il n'y a pas une... On n'est pas d'ailleurs comme dans la situation américaine où finalement on a du mal ici, on a l'impression qu'on a beaucoup de mal à toucher au traité fondateur des États-Unis, à la Constitution américaine. Et là, on a l'impression que, ben oui, mais on a l'impression parfois c'est plus adapté à l'époque dans laquelle on vit. Et c'est un peu normal de pouvoir faire évoluer un texte, de ne pas vivre avec ce qui avait été décidé par quelqu'un il y a plusieurs siècles. Donc voilà, je veux dire que les traités, ils suivent l'évolution, ils sont soumis souvent à référendum. On en a eu le cas dans le passé. Il y a eu la Constitution européenne a été rejetée, donc voilà, les peuples ont parlé dans ces cas-là. Donc les traités évoluent. Cette question du droit d'initiative, et moi je pense que voilà, c'est pas quelque chose qui est là pour toujours. Si le Parlement continue à faire pression ou à négocier, et les États membres sont convaincus, on pourra avoir une évolution dans ce domaine-là. L'Union européenne est typiquement une construction qui est vivante et qui évolue. Je veux dire, nous, on n'est pas là pour défendre une politique, hein, on n'est pas là pour défendre la politique agricole commune, nous on est là pour assister les députés dans leur travail quotidien dans différents domaines. Si les agriculteurs en Europe majoritairement souhaitaient changer la politique agricole commune, vous pouvez être sûr que les gouvernements l'entendraient et qu'au niveau du Conseil, ils changeraient l'approche agricole. Mais je n'ai pas entendu une majorité d'agriculteurs vouloir que la France ou d'autres pays quittent l'Union européenne à cause de la politique agricole commune. Ils peuvent vouloir la faire évoluer, changer certaines choses. On a actuellement bloqué au Sénat français cet accord avec le Canada. Et bien voilà, c'est la démocratie et c'est pas... Moi, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas quelque chose qui est impossible. Ensuite, je vais vous donner un avis un peu personnel sur la base de ce que je connais, c'est-à-dire ce qui s'est passé au niveau du Brexit. Bon, les Britanniques ont utilisé un peu des arguments de ce style-là avec leur système de santé, c'est-à-dire on va quitter l'Union européenne, le budget qu'on a donné à l'Union européenne va être redonné à notre système de santé pour l'améliorer. La situation, hélas, est tout à fait différente maintenant et le système de santé britannique est encore moins bien maintenant qu'il n'était avant le Brexit. Alors voilà, ça c'est mon opinion personnelle, c'est pas une opinion du Parlement européen, etc. Mais si vous voyez les sondages, la majorité des Britanniques maintenant voteraient différemment si ils s'étaient consultés. Absolument bon, pas. Voilà. Et vous savez très bien que tous les indices macroéconomiques actuels sont meilleurs
au Royaume-Uni qu'en France. À demander. Je Je ne crois pas, mais bon, ça, je pense qu'on peut en parler en bilatéral. C'est pas quelque chose qu'on doit dire maintenant. Je vais ajouter un point juste là-dessus, parce qu'effectivement, ça rentrait après dans un débat global sur le Brexit. Mais clairement, l'idée que la France donne plus que ce qu'elle reçoit, et que donc si on arrêtait le budget européen, si on arrêtait de donner, ben on aurait plus d'argent pour nos agriculteurs, ça fonctionne dans un jeu à somme nulle. Or, l'Europe n'est pas un jeu à somme nulle. Et donc, le Brexit a clairement illustré ça, c'est-à-dire, c'est pas parce que le Brexit se retire que d'un seul coup il est plus riche. Au contraire, le Royaume-Uni, qu'est-ce que je dis ? Le Royaume-Uni se retire. Et on a vu les courbes de croissance depuis 2019, donc la sortie officielle du Royaume-Uni, décrochage par rapport à la moyenne européenne. Donc ça veut dire quoi ? Si, c'est vrai. Et, bon. Ce qui fait que le Royaume-Uni a moins de recettes fiscales liées à un PIB moins important, et donc au final n'a pas gagné d'argent dans cette affaire. Peut-être l'aura à l'avenir, je ne préjuge pas ce qui va se passer dans les 10, 20, 50 années qui viennent. Peut-être que le Royaume-Uni s'en sortira très très bien, mieux que... voilà. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas un jeu à somme nulle, on voit, c'est dynamique. L'autre exemple que je veux donner, c'est la relance économique après la pandémie. Il y a 10 ans, on a été confronté à une crise financière. Certains pays, notamment l'Allemagne, ont dit non à l'union de transfert, il est hors de question qu'on vienne transférer des fonds à la Grèce, à l'Italie, etc. Donc chacun fait ses réformes, pas de solidarité financière, hein, juste des prêts grâce au mécanisme de stabilité, etc. Politique d'austérité. Voilà. L'Europe a mis 10 ans à s'en remettre. Les Grecs surtout. Et les Grecs. La réponse au moment de la pandémie a été différente, a été de dire, voilà, avec notre petit budget, on va le mettre en commun. Donc oui, les Français vont donner plus, les Allemands vont donner plus, et l'Italie va recevoir un peu plus parce qu'elle avait été plus pénalisée, avait plus perdu pendant la pandémie, etc. Donc oui, il y a du don, il y a ce qu'on donne, il y a ce qu'on reçoit, et c'est pas toujours équilibré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a produit une dynamique. Et au lieu d'aller vers les politiques d'austérité, on a eu cette politique de relance qui a entraîné des politiques de relance nationales et qui, de l'avis quand même de pas mal d'observateurs, a été plutôt positive avec vraiment un V, une reprise en V. C'est-à-dire qu'on a repris la trajectoire de croissance qui était celle d'avant la pandémie. Donc voilà, si on n'avait pas fait ça, si on avait bloqué ça, peut-être qu'on serait encore en train de regrignoter la croissance et la richesse qu'on avait perdue. Donc voilà, c'est ça pour dire, il faut le regarder peut-être avec cette perspective-là, qui n'est pas seulement cette logique du juste retour. Ce que je donne, je veux le recevoir exactement dans les mêmes proportions. Au final, les populations n'en profitent pas. Et là, regardez le niveau de la dette qu'on a en France. Là, ça va, ça suffit. Là. Il y a une question tout au fond. Oui, c'est une question technique, enfin deux questions techniques. Je voudrais savoir pourquoi en France, on doit avoir 5% d'élus pour avoir une place au Parlement européen, alors que par exemple en Allemagne, c'est 1%, ou en Espagne, je crois que c'est 4%. Et il y a une autre question sur laquelle j'aurais pu peut-être faire des recherches. J'arrive pas à comprendre ces deux systèmes du Parlement européen, où chaque pays est représenté à hauteur de 10%, et on parle de la politique d'unanimité. On est 27, si un des pays vote non, les lois passent pas. Donc comment se fait-il que le Parlement européen puisse faire passer des lois qui vont à l'encontre de certains pays, des lois de certains pays, et que les gouvernements décident de laisser passer ça si les gouvernements ont effectivement la possibilité de dire non. Pour ce qui est du pourcentage minimum pour les élus, effectivement, chaque pays décide. Donc on a des situations tout à fait différentes. En France, il faut avoir 5% minimum. En Allemagne, je pense qu'il n'y a même pas un minimum. Je pense que c'est même pas 1%. Je pense que enfin, il y a des pays pour lesquels il n'y a pas de seuil. Ça, c'est vraiment une décision nationale. Je crois que voilà, c'est la démocratie. Là, s'il y avait un mouvement politique en France pour changer cela, je pense que c'est quelque chose qui devrait être repris par certains partis. Mais bizarrement, en fait, il y a même les partis qui pourraient y avoir intérêt, je ne sais pas, ne semblent pas, ou alors ils sont peut-être pas assez regroupés pour pouvoir
avoir une influence sur ce sujet, mais je ne connais pas l'historique derrière cette décision. Il faut préciser que c'est quand même le scrutin le plus proportionnel qu'on ait en France. Absolument. Ça reste quand même par rapport très au proportionnel. scrutin national, oui, voilà, on a une proportionnelle pour les élections européennes qui n'existe pas pour les élections nationales sans ça en France. Alors, l'unanimité, c'est au niveau du Conseil, c'est au niveau des États membres. Par contre, au niveau du Parlement, ce sont des majorités qui doivent être dégagées. Il ne s'agit pas d'unanimité au sein du Parlement européen. Donc les lois, les règles ne s'appliquent pas de la même façon au Conseil. Alors, au Conseil, il faut savoir que même si... Alors, il y a des décisions qui ne sont pas prises à l'unanimité au sein du Conseil. La grande majorité des décisions sont prises à l'unanimité, mais il y a... Pardon, la grande majorité des décisions, une minorité des décisions sont prises à l'unanimité, mais la grande majorité des décisions sont prises à la majorité qualifiée, qui a été donc une des avancées des dernières, je ne sais pas si 10-20 ans, on est passé à la majorité qualifiée, et cette majorité qualifiée continue de s'étendre. Donc la majorité qualifiée, c'est un certain nombre de pays représentant un certain nombre de citoyens, donc il suffit de réunir un nombre minimum de pays avec un nombre minimum de population pour que ça soit la majorité qualifiée et qu'on puisse avancer. Maintenant, j'ai aussi, comme je suis un peu un vieux fonctionnaire, j'ai aussi le souvenir que quand on travaillait beaucoup plus à l'unanimité, et même dans les domaines où on a maintenant la majorité qualifiée, les États membres cherchent en permanence à convaincre les autres et à avoir une décision unanime, même quand ils ne sont pas obligés de le faire. Parce que ça permet d'avancer, ça permet de ne pas avoir de blocage ou de rancœur ou de situation où on va chercher une revanche parce qu'on a été bloqué sur une décision. Et donc il y a une sorte de culture de l'unanimité qui est recherchée. Ça n'est pas toujours le cas, mais quand il y a des décisions importantes où la majorité qualifiée simplement est suffisante, on va quand même essayer de chercher l'unanimité et à convaincre au-delà de ce qui serait minimum pour décider. Donc c'est quand même un état d'esprit tout à fait différent. Et encore une fois, je trouve que pour nous, Français, c'est un état d'esprit parfois qui nous semble venir de la Lune. Donc voilà, on n'est pas là forcément pour bloquer, on est là au contraire pour convaincre et pour essayer d'élargir la base de la décision. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des choses sur lesquelles tu voulais... Dans quel domaine l'unanimité ? Dans quasiment tous les domaines, une majorité qualifiée d'États membres suffit. L'unanimité est là pour établir les ressources propres de l'Union européenne, donc le volet recettes. Sur le budget à long terme, donc le budget annuel, c'est majorité qualifiée avec le Parlement européen, mais il est encadré dans des plafonds de 7 ans. Ça, c'est également l'unanimité. Il y a la défense, il y a la politique étrangère, donc tous ces domaines qui sont encore fortement du ressort des États, où là on avance seulement si tout le monde avance en même temps, ou sinon on le fait en dehors du cadre de l'Union européenne, on le fait sur une base volontaire entre les gouvernements qui veulent aller dans le même sens. Après, le collègue mentionne la santé, c'est-à-dire s'il y a des domaines où il n'y a pas une compétence qui est donnée à l'Union européenne. Par exemple, sur la négociation des vaccins, qui était mentionné, les États membres ont donné mission à la Commission européenne, on lui a donné un mandat pour coordonner la commande. On a parlé aussi de commandes communes dans le domaine de l'énergie, etc. C'est des choses qui ne sont pas prévues par les traités, mais où à un moment donné, les gouvernements se disent on sera mieux si on se met ensemble pour négocier cela. Mais dans ce cas-là, effectivement, vu que ce n'est pas une compétence qui est explicitement attribuée, alors il faut que tout le monde soit d'accord pour avancer ponctuellement là-dessus. Mais donc c'est tout. Après, tout ce qui est environnement, numérique, le budget annuel, la politique industrielle, la migration, l'environnement, l'énergie, voilà, il y a tellement... Alors, la taxation de l'énergie, comme il y a un volet taxation, la taxation, je mentionnais les ressources propres, tout ce qui est taxation, c'est aussi l'unanimité. C'est pour ça qu'il y a une réforme en cours de taxation de l'énergie qui est encore bloquée, notamment à cause de ça. Mais voilà, la plupart des domaines, sinon, sont à la majorité qualifiée côté État membre. Pour revenir un peu au point sur les 5% minimum d'élus,
je crois que c'est peut-être une question de culture politique en France. Hein. À partir du moment où on n'est pas habitué, en tout cas dans les dernières décennies, à la proportionnelle, peut-être que les partis politiques, les principaux, en plus, sachant qu'ils font campagne la plupart du temps sur des thèmes nationaux, n'ont pas d'intérêt à voir apparaître des petits partis qui viendraient leur faire concurrence ou qui remettraient un peu en cause leur pouvoir, leur contrôle sur les débats et des choses comme ça. Donc voilà, j'ai mis une hypothèse tout à fait personnelle de ce point de vue-là. Est-ce que c'est lié avec le remboursement des frais de campagne ou c'est 5 ? Non, pas du tout, puisque voilà, dans d'autres pays, voilà, il n'y a pas de seuil. Donc, oui, mais... Oui. Mais vous voulez une